France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous et bienvenue au club. Invité aujourd'hui du grand entretien, le peintre, sculpteur et grand nom de la BD, Jean-Marc Rochette, au sommet de son art dans son nouvel album La Dernière Reine qui paraît chez Casterman. Actuellement aussi, la galerie éphémère de Grenoble expose Rochette le peintre et un peu Rochette le BDiste. Également, 12h50, le book club des classiques, livres de montagne et lecture des hautes cimes ou du haut des cimes avec les recommandations de nos invités. Jean-Marc Rochette toujours, rejoint par le romancier Jean-Christophe Ruffin. Et vous, dites-nous, hashtag book club culture. La montagne est souvent un personnage à part entière de roman. Lequel vous a le plus marqué ? Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Anouk Delfino, Camille Mathieu à la réalisation, avec Marie-Claire Oumabadi aujourd'hui à la technique. Il est né à Baden-Baden, ça fait déjà rêver. Il a grandi à Grenoble, entouré des montagnes. Alpiniste, futur guide de haute montagne, il est victime à 20 ans d'un accident grave lors d'une ascension en solitaire, au mauvais endroit, au mauvais moment. Récit, en effet, dans la BD Aile froide, altitude 3954. Depuis, la montagne ne l'a pas quitté ou plus quitté, à travers les dessins notamment de sa célèbre série du Transperce-Neige, dystopique, crépusculaire, 6 volumes avec Extinction sur 40 ans, tout en s'autorisant des pas de côté, surtout dans ces années parisiennes, avec la création en 79 de Edmond le cochon, qui donnerait tout pour ne pas finir en saucisson, des classiques aussi avec l'illustration du Petit Pousset, ou encore Pinocchio et de l'humour, Louis Edico, Cour Royale, entre autres. De retour à Paris, après Berlin, dans le massif des Écrins, après Paris et Berlin. Bonjour Jean-Marc Rochette. Bonjour. C'est une longue introduction, mais s'il manque quelque chose, dites-le tout de suite. Non, je travaillais dans l'équipe aussi, je faisais des dessins sportifs. Ah oui, on a oublié les dessins. Vous faites du vélo ? Plus trop, mais bon. Plus trop, non, ouais. Mais vous grimpez encore ? Je grimpe encore. Voilà. Dans cet album, ce nouvel album, cette dernière reine qui paraît chez Casterman, vous croisez les destins du dernier ours du Vercors et celui des doigts roux, gueule cassée de la guerre de 14. Sans oublier la sculptrice animalière Jeanne Sauvage. Sans l'oublier, parce que vous dites même que cette héroïne féminine, peut-être la plus aboutie que vous ayez réalisée, elle charpente toute l'histoire. En quoi ? Je voulais vraiment avoir un personnage féminin très fort. Au départ, c'était un enfant qui voyait le dernier ours se faire tuer et puis il était gueule cassée. Et voilà. Donc j'ai cherché. Et en fait, je suis tombé sur une femme qui a vraiment existé, qui s'appelait Jeanne Poupelet et qui était une sculptrice animalière et qui refaisait les visages des gueules cassées. Donc quand je suis tombé sur cette femme... c'était un personnage merveilleux, quoi. Et donc ça a charpenté toute l'histoire. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pas une histoire d'amour, mon livre, et mes deux personnages sont tombés follement amoureux l'un de l'autre, quoi. Et l'histoire a complètement changé quand j'ai découvert cette Jeanne Poupelet, quoi. Oui, que vous avez renommée Jeanne Sauvage. Ça dit quelque chose. Je voulais pas l'appeler de son vrai nom parce que elle a pas eu cette vie-là, et puis Sauvage, voilà. Sauvage, je pense que ça lui allait bien. Il y a beaucoup d'ingrédients, de choses vraies dans cet album, à commencer par ce dernier ours du Vercors abattu en 1898 et qui ouvre d'ailleurs le récit. Beaucoup d'ingrédients qui ont été repris. Pourquoi vous cherchiez à mélanger aussi dans cet imaginaire fictionnel, dans cette rencontre amoureuse, nous rappeler que toutes ces choses-là ont aussi existé ? L'histoire a commencé par cette date-là, en fait, 1898, dernier ours du Vercors. Enfin, il y en a eu une après, mais disons que... Et donc, je suis parti là-dessus. Et comme c'était vrai, après, j'ai voulu que toute mon histoire fonctionne sur des choses qui ont vraiment existé. Donc, 14-18, évidemment. Et puis après, j'ai voulu parler de la vie artistique à Paris. Et donc, toutes les choses ont découlé pour que ça soit crédible, en fait. Quand on lit cette histoire, on a l'impression qu'ils ont vraiment vécu ça, quoi. Cette histoire, elle vous tenait à cœur. Vous l'aviez depuis longtemps en vous. Au départ, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai été très ému par certaines phrases. Et plus je rentrais dans l'histoire, et plus j'y croyais, quoi. Comme si les choses devaient être... voilà.
une phrase qui m'a le plus plu, c'est que quand il arrive, il a un sac sur la tête, il est tellement déformé que tout le monde parle de son sac. Et il dit qu'il a honte, et elle lui dit mais vous n'avez pas à avoir honte de ça, c'est la société qui a honte. Et donc quand elle a commencé à parler comme ça, je me suis dit mais extraordinaire cette femme. Elle lui parle pas de son sac, elle lui parle de son voile déjà, donc je trouvais. Et à partir de ce moment-là, j'ai cru à cette histoire. Voilà. Je crois que c'est la base des choses, il faut y croire. Quoi. Oui, il faut y croire. Et vous y croyez fermement. Un sac parce que c'est une gueule cassée. Elle va glisser sa main sous ce sac et rendre à ce personnage d'Édouard toute son humanité. À vos débuts en BD, Jean-Marc Rochette, vous disiez que la montagne n'intéressait personne. Ou alors les montagnes lointaines, l'Himalaya, le Kilimandjaro, avec des albums très célèbres qui ont pu se dérouler là-bas. Quand est-ce que ça a changé? Quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à nos montagnes? Bah, moi, j'ai ressenti quand j'ai fait Elle froide, j'étais très surpris parce qu'au départ, je croyais que ça serait comme on m'a dit, ce sera une niche. Et puis, je me suis aperçu que cette niche était énorme puisque il y a des gens il y a des gens qui s'intéressaient pas du tout à la montagne et qui s'y mettent. Maintenant, j'ai des histoires touchantes. J'ai des enfants qui lisent et qui veulent voir la face nord d'Elle froide. Donc, les parents disent, ah, ils voulaient absolument. Donc, en tout cas, le retour de Loisan, je pense que c'est un peu prétentieux, mais je pense que le Elle froide, il y est beaucoup pour les jeunes générations. Ouais. C'était il y a 4 ans seulement, la 4 sortie ans, d'Elle froide. absolument, Seulement. ouais, absolument. Et puis, mais je crois que la montagne, en ce moment, on s'y réintéresse aussi puisque moi j'habite en montagne et que on a des problèmes avec le réchauffement, parce que là, on a eu un été terrible et on a encore. Je m'attendais à ce qu'il fasse froid. Et la montagne, on en parle aussi parce qu'elle se défigure petit à petit, quoi. Surtout dans l'Oisan, parce que c'est quand même une montagne qui est au sud et qui est pas si haute. Alors, évidemment, moi, je vois les glaciers disparaître les uns derrière les autres à une vitesse grand V, quoi. Mais ça fait longtemps que vous les voyez disparaître. Je veux dire, ça date pas d'il y a 4 ans avec le succès de cette bande dessinée autobiographique. À vos débuts déjà, je le disais, vous alertiez sur les destructions en cours de la montagne. Et on était dans les années 70, quand à ce moment-là, la montagne n'intéressait personne. Vous avez l'impression d'avoir longtemps, comment dit-on, prêché dans le désert? Bah, je suis pas tout seul à avoir prêché dans le désert. Quand on imagine que Dumont parlait de ça en 74, je crois, quoi. Et là, moi, je pensais qu'on allait un petit peu lever le pied, quoi, et qu'au contraire, ça continue, quoi. Il y a plein de sujets. Non, je sais pas. Là, moi, pour l'instant, je suis un peu en dehors de ça. Je suis un peu. Je fais mon œuvre et je sais plus trop quoi en penser, quoi. Je veux dire que si on voit pas les choses maintenant, je sais pas quoi dire, quoi. Qui vous a transmis cette passion à vous, Pour la de la montagne? montagne? Mais c'est ma mère, en fait, elle adorait ça. Grenoble est une ville assez triste, en fait. C'est curieux, c'est une ville très plate et très triste. Enfin, à mon époque, c'est gris. Je pense que c'est toujours assez triste, d'ailleurs. Et en dessus, il y a les montagnes, quoi, qui sont très, très proches, en fait. Et ma mère, on y montait, quoi. Alors que j'avais des jeunes camarades qui n'y allaient jamais, par exemple. Et donc, ces montagnes m'ont une forme de. Ouais, il y a une mystique là-haut, quoi. Donc je l'ai senti assez jeune, quoi. Que c'était très beau, que ça me lavait, ça me lavait le cerveau, quoi. C'est quoi une mystique, Jean-Marc Rochette? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Bah, je mets que quand on est en montagne, et seul en particulier, et qu'à partir d'une certaine altitude, le temps n'a pas la même consistance. La vie a plus d'importance. C'est des choses qui sont très, 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 très tenues, mais qui, moi, ont changé complètement ma vision de l'existence, quoi. Quand vous étiez en bas, à Grenoble, et que vous regardiez en haut, la pointe des cimes, vous imaginiez qu'il y avait quoi comme univers? Et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Bah, je pensais qu'il y avait un grand secret là-haut. Et, et de fait, il y en a un, quoi. C'est-à-dire que quand c'est le sentiment, ce qu'on appelle le sentiment océanique, c'est-à-dire c'est un sentiment un peu où on n'est plus trop là, en haut des montagnes, on n'est pas encore dans le ciel, mais on n'est plus trop sur la terre, quoi. C'est un espèce d'entre-deux. On peut pas y rester. Déjà, en très haute altitude, rien n'y vit, donc on est obligé de redescendre. C'est un acte qui est assez fort spirituellement. Et vous l'avez trouvé, ce secret? Disons à mon petit niveau, je pense que effectivement j'ai une autre vision de la vie depuis que j'étais en montagne, quoi, ouais. Vous nous le confiez, ce secret? Vous le partagez avec nous? Ouais, bah, vivre est un miracle absolu et qui est relativement court et qui peut, ouais, il faut faire attention, quoi.
Vous parliez de l'importance de votre mère dans cette découverte aussi, un peu comme l'enfant roux, le jeune Édouard, hein, qui n'a pas de père et à qui des gamins du village disent qu'il est le fils de l'ours et la sorcière. Il va grandir aussi, lui aussi, dans cette mythologie. La montagne, elle se venge pour vous, Jean-Marc Rochette. La montagne, elle se défend. Est-ce que vous l'investissez aujourd'hui de qualité humaine? Est-ce que vous l'anthropomorphisez ou est-ce que ce serait une erreur de le faire, selon vous? Ce que je sais, c'est que quand je suis en montagne et je suis seul en montagne, je sens que c'est chargé d'esprit. Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est que je sens de l'esprit, quoi. Donc, alors je me dis, est-ce que tout cet esprit sort de moi ou est-ce qu'il y a un effet miroir? Et c'est ce que je vous disais avant, ce secret, il est là, c'est qu'il y a de l'esprit. Et alors, est-ce qu'elle se défend? Elle n'a pas à se défendre, hein, puisque de toute façon, Elle nous survivra elle nous tous. survivra Peut-être absolument. en sale Ouais. état, mais elle nous survivra. Ouais. Ouais, ou elle reviendra. C'est nous sommes des éphémères, là. On s'excite sur une toile cirée, quoi. Dans cette bande dessinée, La Dernière Reine, Jean-Marc Rochette, vous vous intéressez un peu plus encore qu'avant aux vivants qui habitent aussi cette montagne et cette vallée, les hommes, les femmes, les enfants des cimes, cette humanité un peu à la marge. Vous l'avez retrouvée sur le tard. Vous vous y êtes intéressé plus tardivement. Quand on vit, enfin moi je vis dans un endroit qui est fermé pendant 3 mois de l'année à cause des avalanches. C'est vrai qu'on a une autre approche de la société, quoi. Donc ce qui m'a intéressé, c'est tous ces réprouvés qui vont en montagne. Par exemple, dans l'Oisans, il y a un endroit où il y a les Vaudois sont montés à Fressinière, par exemple, se cacher. C'est des proto-protestants et j'admire ces gens-là qui se sont dit, bon, on accepte tout pour être libre. La résistance aussi, dans le Vercors ou dans l'Oisans, c'est des gros pôles de résistance. Ça, je me sens très proche de cette mentalité de gens qui sont prêts à accepter des moments difficiles pour être libres. Voilà. Et qui ont un tempérament particulier, qui ont des manières de vivre particulières, un rapport à la vie et au monde singulier. Oui, c'est-à-dire qu'il faut être là-haut, il faut faire attention, quoi. Faut faire attention à comment on marche, par exemple. On peut tomber très vite. Mais pour revenir à la BD, par exemple, j'ai beaucoup d'admiration pour la mère de cette femme qui vit seule, qui est en marge, et qui lui dit qu'il faut rester en forêt, quoi, et qu'il faut se méfier des gens. Les gens sont plus dangereux que les animaux de la forêt, lui. Donc il y a cette mentalité un peu méfiante vis-à-vis de la société en général, quoi. Je pense que ça caractérise pas mal les montagnards. Ça, votre mère vous l'a transmis aussi. Vous avez perdu votre père jeune, je crois. Ma mère aimait bien la société. Je crois qu'elle allait en montagne, c'était plutôt une skieuse. Elle y mettait pas plus de mystique que ça. Elle aimait bien Grenoble. Non, pas elle, non. Mais au cœur de cet album, de cette bande dessinée, il y a le Vercors. Qu'est-ce que ce Vercors charrie pour vous, comme légende, comme histoire, Le comme Vercors, moi, image? j'ai été élevé au départ parce que c'est un immense vaisseau de pierre, le Vercors. Il y a 2 entrées très étroites pour y rentrer. On passe par Sassenage, on passe par les gorges de la Bourne. Et donc, en haut, c'est un immense plateau suspendu. Et dans mon enfance, c'était un lieu très, très respectable à cause de la résistance, quoi. C'est des gens donc c'était ça, en fait. Le Vercors, pour moi, c'est un lieu de résistance. Je reviens à ça, c'est très important. Et puis après, il y a eu et je voulais faire quelque chose là-dessus, quoi. Et je voulais pas faire une histoire sur la résistance, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé un axe et c'est comme ça que je suis tombé sur l'histoire du dernier ours et de ce Édouard Roux qui est un résistant dans l'âme, puisqu'il voudrait que que les forêts restent immenses, que la faune reste intacte, etc. Donc c'est ça que je voulais dire dans cette histoire. Résistant dans l'âme et utopiste, et avec peut-être cet optimisme-là, le Vercors, vous le racontez, mais comment vous l'avez dessiné? Est-ce que vous dessinez en situation, in situ? Est-ce que vous partez là-bas avec vos carnets de dessin et vous cherchez à être le plus fidèle possible à ce que votre œil voit? Ou est-ce que vous travaillez à partir de documentation ou de votre imagination? Je fais les deux. Je dessine pas mal en in situ, comme vous dites, mais je fais beaucoup de photos, surtout. C'est quand même très, très fidèle. Et puis, je demande aussi à des amis, parce que je connais beaucoup de photographes de montagne, Jocelyn Chaville, s'ils avaient des images particulières. Donc, je fais un gros travail de documentation sur le lieu pour que ça soit crédible. Et puis, en plus, le dessin, il y a ça quand même de merveilleux, c'est qu'il y a quand même toujours une distance poétique par rapport à ce qu'on voit, quoi. Il y a toujours une petite... oui, de la poésie, quoi, dans l'image. On n'est jamais
très très fidèle en dessinant, quoi. Il y a toujours de la lumière qui passe dans les trous. Jamais totalement, et encore moins avec la peinture que vous pratiquez aussi aujourd'hui, hein. Ça, c'est encore une autre forme d'expression pour vous. Vous y mettez pas la même nécessité de narration. C'est le moment où vous vous échappez quand vous prenez vos pinceaux et votre palette. Ah ouais, alors la peinture, effectivement, la différence entre la peinture et la bande dessinée, c'est la même qu'on se trouvait entre le roman et la poésie, quoi. C'est-à-dire que dans un roman, il faut quand même raconter une histoire. Moi, j'aime beaucoup le paysan, les romans du 19e, et la poésie, vous pouvez parler du vent, vous pouvez parler vous pouvez parler de l'irisation. C'est la peinture, ça. On est beaucoup plus dans une respiration. Dans une respiration spirituelle, on va dire. On revient au mot. Ouais, mystique, Ouais. spirituel, Oui, présence. non, tout à fait, je m'en cache pas. Vous êtes en train de quitter la communauté des hommes, Ouais. Jean-Marc Rochette, attention, hein. On parlait de cette humanité un peu à la marge que vous racontez aussi dans cette nouvelle bande dessinée, ce nouvel album, La Dernière Reine, qui paraît chez Casterman, Jean-Marc Rochette. Mais les vivants, ce sont aussi les bêtes, pas simplement les hommes. À commencer par l'ours qu'un berger a tué dans cette histoire. À la manière du loup, sorti en 2019, où vous interrogiez la place de l'homme face au règne animal. Pourquoi cette question se pose-t-elle toujours encore sous la forme du duel et de la confrontation, de l'affrontement? Bah, je pense que l'homme aime pas trop ce qui est en haut en haut de la hiérarchie. C'est-à-dire que tout ce qui peut facilement dominer, ça va bien, mais le loup et l'ours, c'est deux animaux qui ne veulent pas être dominés comme ça, quoi. Donc, on les détruit. Il y a encore une discussion avec un berger, parce que j'ai beaucoup d'amis bergers, bah, il lui dit: ouais, moi je suis mieux sans l'ours, quoi. Si tu es propriétaire de la terre, c'est mieux sans l'ours. Si tu penses que ça se partage, à ce moment-là, l'ours a sa place. Mais ce qui m'a impressionné aussi dans cette histoire, c'est que le dernier ours du Vercors a été vraiment maltraité. Non seulement il a été tué, mais en plus, on l'a empaillé, et pour le mettre au musée de Au Grenoble. musée, ouais. Ouais, je trouve que tout ça est assez sordide au final, quoi. Et le tout dernier en Maurienne, lui, il a été mangé, débité, il a fini dans une boucherie. Donc il y a un manque de respect, une manque de métaphysique par rapport à l'animal que je trouve déplorable, quoi. C'est-à-dire que j'ai rien contre la chasse. La chasse, c'est la chose la plus vieille du monde, mais à l'époque, quand il tuait un animal, il y avait une petite pensée pour son être, hein. Et là, bon, là, par exemple, je sais pas, les cochons dans les porcheries, tout ça me dégoûte, en fait. Oui, il y a des traditions, il y a une manière de faire. Ouais, il y a une manière de Ouais. faire, ouais. La vie est quand même importante, ouais. Et sur cette question, qui fait en permanence controverse, polémique, de la réintroduction du loup ou de l'ours dans les montagnes ou les vallées, quel est votre point de vue? Est-ce que vous avez accepté en votre fort intérieur de trancher ou vous n'y parvenez pas? Bah, écoutez, moi, dans ma vallée, il y a 5 loups qui sont là, et il se passe que cette année, il y a eu très peu d'attaques parce que les bergers se sont défendus avec des patous. C'est quoi des patous? Des patous, c'est des chiens de défense, hein. Donc, au lieu de laisser les troupeaux comme ça vadrouiller, voilà, donc ça se passe pas si mal que ça finalement, hein. Je pense que dans les Apennins, l'ours, par exemple, est très bien accueilli. C'est même une industrie, c'est-à-dire que les paysans jouent avec l'ours. L'ours, c'est un plus pour le coin. Je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas faire table rase de tous les gens. Mais il faut gérer. Moi, j'aimerais qu'il y ait une possibilité de gérer ces contradictions, quoi. Vous évoquiez le rapport de l'homme et l'animal. Vous citez un livre que vous avez probablement lu, Jean-Marc Rochette, qui était l'an passé le prix de l'essai. Et maintenant, France Culture, Arte, celui de Charles Stepanov, qui raconte aussi ce rapport de l'homme à l'animal. Et je vous conseille vivement, si jamais, L'animal et la mort, c'est aux éditions La Découverte, de jeter un œil sur ce livre qui évoquait parfaitement, fait écho à ce que vous nous disiez à l'instant. On va reparler de vos lectures et de vos œuvres, et notamment de La Dernière Reine, tout de suite. Mais pour l'heure, il est 12h20 sur France Culture. Je sais d'avance que tu regrettes le moindre mot que tu vas dire, mais tu ne veux pas que je t'arrête. Tu penses que nous devons
que je puisse faire, puisse le meilleur être à venir. Tu te tiens droite sur nos têtes, du jour n'avoir qu'un seul désir, que nos cœurs solitaires soient au bout de leur peine, que le monde soit lumière et le plus doux sous nos pas. J'essaierai de m'en souvenir, mais si j'oublie, qui va m'avertir? J'essaierai de m'en souvenir, mais si j'oublie, qui va m'avertir? J'essaierai de m'en souvenir, mais si j'oublie, qui va m'avertir? J'essaierai de m'en souvenir, mais si j'oublie. J'allais dire qu'il vient aussi des montagnes, mais peut-être plutôt de la ville de Berne, je crois. Stéphane Escher avec cette chanson qu'il vous dédie presque à nos cœurs solitaires. Jean-Marc Rochette, extrait de l'album Aude, le 16e album de Stéphane Escher, sorti aujourd'hui dans les bacs avec une tournée qui débutera à partir du 17 janvier à La Cigale à Paris. J'évoquais, Jean-Marc Rochette, en introduction, l'exposition à la Galerie éphémère de Grenoble, de vos peintures et de vos images, aussi de vos dessins de bande dessinée. On pourrait parler de ces planches de vous qui sont à voir, je crois, en ce moment encore au musée de la préhistoire de Val d'Isère. Et au début de la Vassieux. dernière... Hein ? Vassieux. Ah bon ? Oui. Voilà, bah, je me suis trompée. Ou alors peut-être Val d'Isère, mais enfin sur le Vercors, c'est à Vassieux. C'est à Vassieux. Alors, au début de la dernière reine, justement, vous nous projetez 100 000 ans avant Jésus-Christ dans le Vercors. On vous connaît avec le transpersonnage comme le scénariste et l'illustrateur du monde de demain. Et avec cette planche qui figure notamment dans la dernière reine, ces planches-là, vous nous projetez dans une époque révolue. Qu'est-ce qui est plus difficile à imaginer ? Les temps anciens ? Ce monde parfait, presque sauvage, tel que vous semblez le relater, ou le monde de demain, les mondes possibles ? Pour moi, c'est beaucoup plus facile de parler de ce qui existe, c'est-à-dire, en fait, Ce qui existe 100 000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, ouais, ce qui existe Ce qui a encore. existé. Ce qui existe encore, en Sibérie, on peut imaginer que ça existe encore. Il y a des endroits sans hommes. Et là, ce que je voulais montrer, c'était le plateau du Vercors sans les hommes, en fait. Et donc, il y a une scène... qui a dû se répéter des milliards de fois, c'est-à-dire c'est une ours avec ses deux oursons qui se fait attaquer par des loups. Et c'est une tragédie grecque animale en fait, c'est une tragédie. Et donc ça m'a intéressé cette scène, cette espèce de guerre dans la nuit, avec l'intelligence des ours qui se séparent, et puis l'acceptation à la fin de l'ours qui se retrouve avec plus qu'un seul ourson, et elle continue sa vie comme si de rien n'était, quoi. C'est l'ouverture du livre, en fait, ça. Exactement. Du premier transpersonnage, d'ailleurs, à extinction, Jean-Marc Rochette, votre regard se fait quand même de plus en plus noir. À raison, hein, vous nous direz, parce que la situation n'a pas cessé de se dégrader. Est-ce que vous avez le sentiment que votre trait s'est durci aussi ? C'est à la fois durci, à la fois un peu assoupli sur la dernière bande dessinée. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la dernière année était vraiment une tragédie, quoi. C'est une tragédie, c'est élégiaque, quoi. Donc, il fallait que mon dessin soit en accord avec ce qui est dit. Et j'ai essayé qu'il y ait des scènes un peu plus légères quand ça se passe en montagne et qu'il fait beau, mais globalement, tout ce qui se passe sur Paris, par exemple, dans les années 20, là, c'est un dessin qui est très dur. Enfin, qui est très dur. Oui, qui est relativement dur, quoi. Et quand il y a assouplissement, il y a optimisme, il y a espoir dans votre trait ? Pour moi, oui. À partir les quelques fois où on a l'impression que ce couple va atteindre le ciel, c'est-à-dire la liberté et le bonheur, j'ai essayé, comme j'ai pu, de rendre la chose légère, quoi.
Vos bandes dessinées, elles nous confrontent et en même temps, elles nous préparent au scénario du pire. Vous avez au début épousé les codes de la SF, un petit peu, et très vite vous vous en êtes éloigné. La dernière reine, c'est un livre, un roman graphique, une bande dessinée très singulier à retrouver chez Casterman. On va dans quelques minutes, une vingtaine de minutes avec le Book Club des Montagnes, avec vous, Rochette et Jean-Christophe Ruffin. On va parler de vos lectures, mais avant de quitter la dernière reine, le mot de la fin revient à la libraire Raphaël de la librairie Canal BD Tribule à Mulhouse. Je ne sais pas si vous la connaissez, en tout cas, elle vous a lu et elle a lu La dernière reine. La dernière reine, c'est l'histoire éminemment romanesque de Jeanne et d'Édouard dans la France de l'entre-deux-guerres. Jean-Marc Rochette, en fait, nous introduit dans le milieu artistique de Montmartre pour nous emmener ensuite au cœur du Vercors, là où Édouard Roux, donc le personnage principal de la dernière reine, a vu mourir la dernière ours de la région. La dernière reine, en fait, c'est un récit extrêmement humaniste qui va placer au centre la culture, avec un grand C, et la nature, un peu comme deux piliers centraux en fait, que l'homme doit préserver à tout prix pour éviter toute destruction humaine, destruction écologique. C'est un peu un ouvrage aussi qui nous rappelle à quel point on n'est pas grand-chose face aux éléments, face à la montagne, face à la nature qui de toute façon toujours reprendra ses droits. Graphiquement, c'est absolument saisissant. Comme toujours avec Jean-Marc Rochette, on est dans la peinture, on est dans un tableau. C'est tout simplement époustouflant. Voilà, avis critique de libraire, Jean-Marc Rochette, La dernière reine, c'était avec Raphaël de la librairie Canal BD Tribule à Mulhouse. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. Vous êtes un peu le Jim Harrison de la bande dessinée. On l'évoquait, vous cherchez les traces d'une nature indomptée que l'homme n'aurait pas abîmée. Est-ce que vous les avez trouvées en vrai ou est-ce que vous les avez trouvées dans vos lectures? Vous nous dites tout ça dans une vingtaine de minutes.